Vous écoutez une formation du PRCF. Dans le cycle 2 sur l'approche dialectique des enjeux géopolitiques, BRICS, enjeux socio-économiques, politiques et géostratégiques, par Michel Cohen. Écoutez, bonsoir amis et camarades. Donc, je vais vous parler des BRICS. Si vous suivez un petit peu l'actualité des revues et des sites révolutionnaires ou progressistes, vous avez remarqué qu'il est souvent fait référence aux BRICS. Alors, je dis BRICS avec le S de South Africa, donc on pourrait dire BRICA. On pourra en discuter. Il y a deux articles récents, hein, moi j'ai repéré d'initiatives communistes, le 3 d'avril, Agir pour la paix, le 7 avril, Le capitalisme détruit le monde, deux articles de Georges d'ailleurs, qui font référence de façon positive aux BRICS. J'ai lu récemment le dernier ouvrage de Rémi Herrera sur la monnaie, lui-même cite le rôle éminemment positif des BRICS au moment de la crise de 2008-2009, la grande crise financière, économique et sociale, le rôle éminemment positif des BRICS pour combattre déjà, au moment de cette crise, la domination impérialiste du dollar et de la finance internationale impérialiste. Alors, quand même, il y a quelque chose d'assez bizarre dans l'origine des BRICS. C'est un peu une anecdote, mais je dois la citer. C'est qu'en réalité, les BRICS sont l'Afrique du Sud. Donc, Brésil, Russie, Inde et Chine sont nés sous la plume d'un économiste de Goldman Sachs qui s'appelle Jim O'Neill, enfin bon, peu importe son nom, et qui, le 30 novembre 2001, c'est date de publication de l'article, de la revue, écrit un long article sur ces fameux BRICS, ces 4 pays, en disant, voilà 4 pays d'économie émergente, mais dont la croissance est si rapide qu'ils vont bientôt dépasser certains pays du monde capitaliste, parmi les plus puissants, et donc il faut s'intéresser à eux. Mais premier point, c'est qu'au moment où il fait son article, Brésil, Russie, Inde, Chine, bon, il n'y a pas une grande cohérence, hein. Ce ne sont pas les mêmes systèmes sociaux, ce ne sont pas du tout les mêmes niveaux de développement, ce ne sont pas les mêmes intérêts économiques en apparence. Et donc, comme on peut dire, c'était plus l'incohérence d'un sac de pommes de terre que d'une entente solidement nouée. En réalité, dans l'idée de Jim O'Neill, il y avait la création de fonds d'investissement de Goldman Sachs, évidemment, destinés à placer les excédents budgétaires et de la balance des paiements de ces pays. Donc, une visée tout à fait digne de la banque. Hein, vous savez, c'est la banque avec un grand B, c'est de Goldman Sachs. Alors certains ont dit que d'une certaine façon, c'était peut-être une vision prémonitoire. On est très peu de temps après les attentats qui ont détruit les 2 tours à New York, et certains se sont dit, il a peut-être commencé à réfléchir à au multilatéralisme. Moi, je ne crois pas du tout, puisqu'en 2015, un peu déçu, Goldman Sachs a abandonné ses fonds de placement dédiés, et d'ailleurs s'est retourné vers 11 pays qu'il estimait auxquels il fallait s'intéresser. Bangladesh, Égypte, Indonésie, Iran, Corée, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie, Vietnam, donc des économies émergentes en plein développement. Alors, ce que disait d'un point de vue économique l'article de Goldman Sachs, c'est que dans un avenir moyen terme, on va dire, chaque pays BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, et les BRIC dans leur ensemble allaient dépasser certains pays capitalistes et les pays du G7, par exemple, pris
dans leur ensemble. Donc, il avait fait un certain nombre de projections. Et par exemple, il voyait... Alors, vous aurez un support de formation, mais que je compléterai, corrigerai après cette séance, dans lequel vous trouverez tout un certain nombre de chiffres sur l'aspect économique des BRIC en tant qu'économie émergente puissante. Alors, par exemple, Goldman Sachs prévoyait que la Chine dépasserait les États-Unis en 2041. Je pense que ce sera beaucoup plus tôt. Que la Russie dépasserait le Royaume-Uni en 2027, l'Allemagne en 2028. Bon, toute une série de projections qui, en fait, ont sous-évalué, d'une part, la crise économique dans les pays développés et la croissance de ces économies émergentes. Donc, en réalité, on est plutôt en avance sur le développement des BRIC par rapport à ce qui a été prévu. Alors, vous me direz, c'est assez curieux, donc il y a cet article, et puis peu de temps après, émergent les BRIC. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Moi, je pense qu'effectivement, à la suite de cet article, un certain nombre de ces pays ont dû réfléchir et ont dû se dire, bah oui, il y a quelque chose à creuser ensemble. Et vous dire exactement comment tout ça est né dans la tête de qui, de Singh, de Lula à l'époque, hein, ou de Medvedev, enfin bon, qui était l'homme de paille de Poutine. On peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2006, il y a une première réunion de ces 4 pays en marge d'une assemblée générale de l'ONU, et puis ils prennent l'habitude de se rencontrer. Donc en 2008, ils décident de préparer un sommet de ces fameux 4 pays, fameux sommet qui se tiendra en 2009 à Ekaterinbourg, excusez-moi le nom. En fait, c'est une ville qui a été débaptisée par Yeltsin et Poutine et qui s'appelait Sverdlovsk, du nom du premier président de l'Union soviétique. Alors, quels sont à l'époque les protagonistes? Il y a Medvedev pour la Russie, donc Poutine, le chinois Hu Jintao, qui a disparu depuis, je pense que le relais a été pris par ses successeurs et notamment par Xi Jinping. Il y a Lula, donc le Parti des travailleurs, un Brésil progressiste, on va dire, et il y a un premier ministre indien qui s'appelle Mohammad Singh, qui est aussi progressiste. Donc on voit qu'il y a aussi une petite cohérence politique à ce moment-là. On est en 2009. D'un point de vue économique, c'est tout à fait significatif. Hein. Je vais vous donner que 2 chiffres en réalité. C'est que en 2019, je saute 10 ans, mais bon, en 2019, donc à peu près aujourd'hui, les BRIC, auxquels j'ajoute l'Afrique du Sud, donc les BRICS, représentent 47% des superficies habitées, enfin des superficies terrestres, et 43% de la population. Donc en réalité, les BRICS, c'est absolument énorme, puisqu'on peut dire que ça représente 50% de l'humanité. Donc vous imaginez que ça a dû faire un choc en face. Et d'ailleurs, on va y revenir. Donc ce que, quand même, je peux dire ici, c'est qu'on a demandé à quelqu'un de la Commission économique de parler des BRICS, et plus j'ai travaillé, plus sincèrement, c'est un sujet, je dirais, quasi purement politique. Alors si, il y a un contenu économique, on va y venir, mais ce contenu économique, en réalité, il est enveloppé dans un projet politique. Alors, pour vous donner une petite idée des étapes, bon, en 2009, à Yekaterinbourg, on a la première réunion des chefs d'État. En 2010, on a une deuxième réunion à Brasilia. En 2011, c'est la réunion en Chine et c'est l'entrée de l'Afrique du Sud.
En 2012, on y reviendra, c'est une date très importante puisque les BRICS décident de la création d'une banque qu'ils vont appeler la New Development Bank et qui est tout à fait explicitement une volonté de contrecarrer le dispositif impérialiste Banque mondiale, FMI. On y reviendra parce qu'il y a eu un autre coup de boutoir qui est venu de la Chine. Et puis en 2013, il faut le noter d'un point de vue politique, la réunion a lieu à Durban, donc en Afrique du Sud, et les 5 pays adoptent une position commune sur la Libye et une position qui est hostile à l'OTAN. Donc on voit que le contenu politique s'affirme. Alors cela dit, qu'est-ce qu'ont dit les BRICS d'un point de vue économique et politique global dans leurs différentes déclarations communes? Alors le paradoxe des BRICS quand même, et puis on verra qu'il y a un autre paradoxe après vis-à-vis du dollar, c'est que tout est en anglais. Pour nous, c'est le globish. Alors est-ce que dans chaque pays, après ils retraduisent? Je pense que oui, mais leur langue commune, c'est l'anglais. Donc je pense qu'un jour ça va changer, mais c'est pas tout de suite. Alors qu'est-ce que disent les BRICS en 2009? Ils disent et ils discutent des problèmes de l'économie et de la finance internationale dans une optique déjà affirmée en 2008-2009 de contrecarrer tout le dispositif impérialiste autour de la puissance américaine et du dollar. Ils veulent parler de la sécurité énergétique, donc les enjeux énergétiques sont présents dès la première réunion. Ils veulent parler de l'environnement et du désarmement, puisqu'ils ont une politique pacifiste, et de la non-prolifération nucléaire, sujet très important, et puis évidemment de tout ce qui concerne le commerce international et des réformes des institutions internationales. Donc, voilà ce qui est en réalité le ciment des BRICS, c'est une position anti-impérialiste dominant contre les États-Unis. Et c'est ça qui va cimenter l'union de ces pays et on va voir, et puis là on pourra vraiment en discuter parce que chaque jour il y a un événement nouveau, je vous donnerai un exemple, on pourra en discuter, il y a une résistance, c'est-à-dire le bloc, malgré les pressions terribles, le bloc résiste. En 2010, il parle de la situation économique mondiale et ils reviennent sur la nécessaire réforme du système financier international et les mécanismes de coopération, donc des mécanismes de coopération opposés aux mécanismes de domination coloniaux, néocoloniaux et impérialistes. Et c'est en 2010 qu'ils commencent à prendre des mesures de coopération. Plus spécifiquement, d'ailleurs, ils disent il faut complètement réformer les institutions de Bretton Woods. Donc Bretton Woods, c'est les accords post-Deuxième Guerre mondiale qui scellent la domination des États-Unis et du dollar, le dollar chassant la livre sterling qui dominait jusqu'à présent. Et ils disent il faut absolument s'ouvrir aux pays du Sud au risque de l'obsolescence de tout le système financier international. Et alors, je vais vous citer une phrase parce que j'estime prémonitoire. Dans la déclaration commune qu'ils font en 2010, ils disent « Afin de faciliter le commerce et les investissements, nous étudierons la faisabilité de coopération monétaire, incluant des accords pour le règlement des échanges en monnaie locale. » Donc, là, c'est très clairement une attaque contre le système monétaire centré sur le dollar.
Ils demandent un système de commerce multilatéral et la fin de toute forme de protectionnisme. Ils soutiennent la candidature de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce et ce sera couronné de succès. Et ils disent, donc là on peut être un peu plus sceptique quand on voit ce qui s'est passé en Inde, il faut promouvoir une coopération quadripartite avec une particulière attention à l'agriculture familiale. Bon, 10 ans plus tard, on a une révolte paysanne en Inde pour protester précisément contre l'expropriation des petits paysans au profit des agrariens. Voilà. Alors, dans le document que je vais vous envoyer, il y aura toute une série de données économiques sur les BRICS. Bon, écoutez, moi, ce que je propose, c'est que, pour pas allonger mon exposé, si vous voulez, on y reviendra. Mais je vous ai préparé toute une série de tableaux qui montrent d'une part la situation des BRICS comparée à celle du monde en entier. Je montre aussi quand même que dans les évolutions économiques, il y a de fortes divergences entre les BRICS et que on peut constater que la croissance la plus rapide, la plus ferme, la plus solide, c'est la Chine, très largement. Vous aurez des courbes sur la situation des exportations et des importations, sauf pour l'Afrique du Sud, parce que j'espère le compléter, mais en ce moment, tout ça, je les ai pris sur le site du CEPII, qui est assez bien fait. Hein. En plus, ça permet de comparer, mais il bug, enfin, il y a un défaut concernant l'Afrique du Sud, donc je le compléterai. Bon, je pense que vous êtes d'accord hein, pour qu'on passe. Ou tout à l'heure, je demanderai à Pauline de vous projeter les tableaux si vous le souhaitez. Moi, je les ai imprimés en tout petit, donc la lecture n'est pas très facile et je pense que, sincèrement, dans la situation d'aujourd'hui, ce sont des données qui sont relativement secondaires. Relativement secondaires. Alors, je voudrais du coup parler du projet politique des BRICS, parce que c'est vraiment, à mon avis, du sens profond, politique ou géopolitique, hein, ça revient un peu au même. Mais moi, je pense que pour le comprendre, il est assez bon de le situer historiquement. Parce que je pense que si on n'a pas cette vision historique, on ne peut pas comprendre à quel point l'accord entre ces pays qui ont l'air si disparates et qui aujourd'hui, pour certains, ont des dirigeants proprement réactionnaires, tient aussi solidement. Donc, vous aurez le détail dans le support, mais je pense qu'il faut remonter aux accords internationaux anti-impérialistes qui existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis la fin de la guerre de Corée. En réalité, la guerre de Corée, j'étais un peu jeune, hein, mais vous étiez pas né, donc je peux pas m'imaginer l'impact que ça a eu, mais visiblement, ça a déclenché un certain nombre de choses qui font qu'on est arrivé à quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en 1955 la conférence de Bandung en Indonésie. Donc, Bandung, c'est une conférence des nations afro-asiatiques. Et à l'origine de cette conférence, on a des pays comme la Birmanie, Ceylan, qui est devenu le Sri Lanka, l'Inde déjà, l'Indonésie qui est la puissance invitante, et le Pakistan. Et ces pays se réunissent pour discuter d'une stratégie qu'ils appellent, eux, une stratégie déjà de pays non alignés, donc des pays qui ne veulent pas s'aligner ni sur l'Union soviétique, on va voir qu'il y a des nuances, ni surtout sur les États-Unis.
Alors, je peux quand même vous dire qui a participé à cette conférence, hein, parce que ça me semble important, donc je prends quelques minutes. Il y a l'Afghanistan de 55, à mon avis, c'est une monarchie, mais une monarchie non islamiste, hein, soyons clairs. La République populaire de Chine, donc vous voyez que la Chine, c'est un pays socialiste, mais qui commence à s'opposer à l'Union soviétique, pas déjà en 1955, hein, mais bon, il commence à avoir sa voie de développement. En tout cas, elle est partie prenante de Bandung, pays socialiste. L'Égypte, l'Éthiopie, la côte de l'Or, ça a dû changer de nom, excusez-moi. L'Iran, l'Irak. Alors, l'Iran de 55, Georges me contredira ou pas, c'est peut-être déjà Mossadegh. Le Japon, la Jordanie, le Laos, le Liban, le Libéria, la Libye, le Népal, les Philippines, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Syrie, le Siam. Le Siam, c'est devenu le Cambodge, je suppose. Non, oui. Le Laos, le Liban, le Libéria, le Népal, la Libye. Enfin, vous voyez, vraiment beaucoup de monde. Et assez curieusement, la République populaire du Vietnam, le Viet Minh, et l'État du Vietnam. Donc l'État du Vietnam, je pense qu'à l'époque, c'est le Vietnam du Sud. Et le Yémen qui va devenir un pays progressiste plus tard. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter rapidement un petit peu ce qu'on dit à Bandung, les pays de la conférence afro-asiatique. Il faut développer la zone, mais on n'exclut pas les investissements étrangers, donc vous voyez. On s'assiste avec des accords de coopération technique et économique. On demande l'établissement d'un fonds des Nations Unies pour le développement économique, etc. On évite d'exporter des matières premières pour en exporter des matières premières manufacturées, donc un développement économique interne, une coopération culturelle et appui au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en 2055, il demande, moi j'ai appelé ça les débuts timides de proposition d'une nouvelle organisation financière internationale, la fondation rapide d'une corporation internationale financière qui devrait inclure dans ses activités l'engagement de procéder à des investissements. On va noter que 2 alinéas visent particulièrement la France pour sa négation des droits culturels de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc et pour le refus de l'indépendance de ces 3 pays. Donc, une pierre dans notre jardin, mais c'est quand même pas malvenu. La demande d'élargir le Conseil de sécurité de l'ONU aux nations afro-asiatiques, bon, ce qui n'est jamais arrivé. Mais vous voyez, on a déjà la volonté de bousculer tout le dispositif impérialiste, on va dire. Voilà. Donc 1955, c'est la première étape. On voit déjà, il y a la Chine, il y a l'Inde, bon, il y a d'autres pays, mais on va sauter quelques années. Et en fait, à l'issue de cette conférence de Bandung, est née l'idée de pérenniser le mouvement qui va devenir le mouvement des non-alignés et qui donnera naissance à la conférence des non-alignés qui va se réunir à Belgrade en septembre 1961. Et je voudrais signaler ici que l'organisateur principal de la conférence de Belgrade, c'est Ben Barka. Donc, un révolutionnaire qui, comme vous le savez, on pourra peut-être y revenir un peu, va mourir assassiné, très certainement, ou par les services secrets français, ou avec la complicité des services secrets et des services secrets marocains. Est-ce que tu peux montrer la photo, page 32 ? On a les protagonistes, les initiateurs de
Pauline? Pauline. Bon, je voulais vous montrer une petite Oui, photo. c'est juste que le temps que je... De voir la photo page 32. Bon, c'est pas grave, je continue. Qu'est-ce que disent ah voilà, vous voyez, donc on voit nos amis Nasser, Nehru, Tito, qui lui vient de rompre avec l'Union soviétique, enfin, déjà depuis quelques années. Derrière, je pense qu'on voit El Sadat, mais vous voyez, on a trois dirigeants qui sont clairement des gens qui sont pour l'indépendance de leur pays, d'une part. Bon, Nasser, vous savez, 56, hein, la nationalisation du canal de Suez, des biens étrangers. Nehru, c'est l'indépendance de la Chine. Et Tito, c'est un modèle de développement en rupture avec l'Union soviétique. On pourra en parler, évidemment. Mais on voit qu'on retrouve l'esprit de Bandung. Bon, c'est très certain. Alors, qu'est-ce que disent nos amis non alignés? Ils s'intitulent eux-mêmes, hein, les non alignés. 5 points. Une politique indépendante fondée sur la coexistence d'États ayant des systèmes sociaux et politiques différents et sur le non-alignement d'une tendance favorable sur le non-alignement, voilà. Soutien sans réserve au mouvement de libération nationale, donc ça c'est important dans l'époque actuelle parce qu'on a tous les mouvements en Afrique, pas seulement. Non-appartenance à une alliance militaire. Et puis, alors, un point, bon, on sent que c'est encore un peu hésitant, hein, par exemple, en cas de concession de base militaire à une puissance étrangère, cette concession ne doit pas avoir été faite dans le contexte des conflits entre les grandes puissances. Donc, c'est un peu ambigu, mais c'est quand même une volonté de se dégager. Donc, ici, on a clairement un mouvement qui refuse la politique des blocs. Donc, vous voyez d'ailleurs que dans la définition de la politique indépendante, ça ressemble un petit peu à la coexistence pacifique de Khrouchtchev, mais bon, qui a toujours été plus ou moins la politique de l'Union soviétique, hein, qui n'a jamais eu de volonté expansionniste. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces non-alignés font un petit peu moins parler d'eux aujourd'hui, mais en réalité, c'est une organisation pérenne, hein, qui a toujours son fonctionnement. Hein. Bon, il y a 120 pays qui sont des pays non alignés. Il y a un site, hein, des pays non alignés, vous pourrez aller voir. Il y a une conférence chaque année, donc ils discutent de thèmes qui restent dans la lignée des textes fondateurs. C'est très important parce que il faut bien voir que ce mouvement des non alignés perdure pendant que fonctionne aussi le système des BRICS. Et on va voir que il y a peut-être une relation entre les deux, mais en tout cas, c'est un point qu'on pourra largement débattre. Et alors le troisième événement avant les BRICS, c'est la fameuse conférence de La Havane en 1966. Donc là, c'est Castro qui est à la manœuvre. Et c'est une conférence tout à fait différente des autres. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse dans l'ensemble dispositif anti-impérialiste, on va dire. C'est que c'est une conférence qui n'est pas une conférence gouvernementale, même s'il y a des pays représentés par leur gouvernement, c'est une conférence ouverte au mouvement politique, au mouvement de libération nationale. Donc c'est une tonalité moins institutionnelle, plus proche des peuples, on va dire, d'une certaine façon, plus révolutionnaire, et on sent que Castro est à la manœuvre, hein, qui va avoir une tonalité nettement plus anti-impérialiste et qui va être une sorte de tribune anti-américaine. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut aussi voir, à chaque moment, il faut aussi voir ce qui se passe autour, mais c'est la guerre du Vietnam. Donc la tonalité anti-américaine,
c'est quelque chose qui monte dans le monde entier et donc qui marque fortement la conférence de La Havane. Alors, il y a aussi un point de rupture par rapport aux autres conférences, parce que les autres conférences étaient afro-asiatiques. Ici, on a les 3A, Afrique, Asie, Amérique latine. Et donc, c'est une dimension nouvelle très importante. Hein. Donc là, on est vraiment plus dans la tonalité anti-impérialiste. Hein. La conférence, par exemple, dans son communiqué final, insiste sur les luttes du Vietnam, du Saint-Domingue, du Congo, les colonies portugaises, la Rhodésie du Sud, la Palestine et toute la partie sub-arabique. Il est dit solidarité anti-impérialiste hein, parmi les peuples afro-asiatiques et unification politique et organique des efforts des peuples d'Afrique et d'Asie d'Amérique dans leur lutte commune pour la libération et l'édification nationale. Donc il y a une tonalité, excusez-moi, nettement plus combative. Alors alors c'est devenu la tricontinentale. Hein. Elle existe toujours. Il y a un site qui s'appelle tricontinental.org qui est un tout petit peu décevant parce qu'on voit que ça vivote. Mais elle a donné naissance à un certain nombre d'organismes régionaux comme l'Organisation de la solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Donc, quelque chose qui perdure. Et la conférence de 67 a lieu en Chine, mais dans un format gouvernemental. Donc déjà, ce que j'appellerais le souffle révolutionnaire populaire, a tendance à s'essouffler. Et là, Pauline, je voudrais vous montrer une carte parce qu'à mon avis, c'est une carte qui éclaire tellement ce qui se passe aujourd'hui qu'elle est importante. C'est la carte 39, la diapo 39. Il faudrait que j'accélère, peut-être, non? Je parle depuis longtemps. Bah, écoute, il est 20h12. Je pense qu'il faut qu'on J'accélère. aille max jusqu'à 45 pour laisser du temps en question. Oui, j'accélère. Mais montre la carte, parce que la carte 39, elle va éclairer quelque chose d'incroyable. Vous la voyez pas là? Non. Ah bah écoutez, pourtant je suis en partage d'écran. Bon, écoutez, c'est dommage. Si Pauline si ça marche mieux tout à l'heure, vous la regarderez, parce que j'ai mis côte à côte deux cartes. La carte des BRICS, et la carte des non-alignés, telle qu'on peut la trouver sur le site des non-alignés. Et ce qu'il y a d'incroyable, que ces deux cartes sont totalement complémentaires. C'est-à-dire, si on additionne les deux cartes, on a une image du monde qui montre la puissance des non-alignés et des BRICS, et qui montre que ce qui reste au milieu, c'est les suprématistes blancs, en gros. C'est-à-dire ceux qui sont le parti de la guerre, qui refusent leur déclin, donc globalement l'Amérique du Nord et l'Union européenne, avec le Japon, l'Australie. Donc, si vous regardez ces deux cartes qui sont les deux cartes des trois grands blocs existants, BRICS, non alignés, confédération militariste impérialiste, on voit tout de suite quels sont les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Et ça, à mon avis, ça éclaire très bien les enjeux qui sont ceux aujourd'hui des BRICS et de leur résistance à la puissance impérialiste. On s'est passé sur les BRICS. Donc, la question, évidemment, pour analyser les BRICS, c'est qu'il faut bien comprendre que de 1955 à 1961, à 1966 et à 2009, première réunion des BRICS à aujourd'hui, le monde a profondément changé
et que ces changements sont l'issue d'une lutte qui est déjà intense entre la libération nationale, les forces progressistes et la résistance et la domination américaine. Alors, ça, je vais pas en parler, mais du coup, moi, je me suis un peu intéressé à la question, parce qu'assez curieusement, dans certains commentaires impérialistes en disant, oui, mais tout ça, c'est ridicule, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance et tout. La réalité, c'est que ça avait tellement d'importance que après ces conférences, les États-Unis et la Grande-Bretagne et tous ces pays se sont livrés à une lutte d'une férocité absolument incroyable contre les mouvements de libération nationale. Du coup, je suis allé voir un petit peu, mais le nombre de dirigeants africains qui ont été assassinés, c'est juste effarant. Donc, j'en ai pris une liste, dont je n'en parlerai pas. Ajouter à ça l'assassinat de toute l'aile socialiste, communiste des Black Panthers, les assassinats dans le monde entier. Je passe sur les assassinats de masse, par exemple en Indonésie. Donc, en réalité, toute cette période est marquée par une intensité dans la lutte absolument incroyable et qu'on a peut-être un peu perdu de vue. En tout cas, depuis 2009 à aujourd'hui, malgré les changements politiques internes à certains pays, donc par exemple l'apparition d'un nationaliste fascisant au Brésil comme Bolsonaro, d'un nationaliste fascisant comme Modi en Inde, ce qui est certain, c'est que, au-delà de ces différences, cette volonté de faire pièce à la domination américaine avec les laquais, l'Union européenne, le Japon, l'Australie, persiste et d'une certaine façon se renforce. Donc, si on prend la période actuelle, on voit bien que par exemple, chez les BRICS et autour d'eux, il y a une résistance, par exemple, aux pressions des USA, de l'OTAN, de l'Union européenne. Ça s'est vu dans les votes à l'ONU sur les différentes motions de condamnation de la Russie. Ça s'est vu dans le refus des sanctions. Et ça s'est vu dans les accords persistants, comme je l'ai dit, entre les BRICS. En 2022, les BRICS ont publié une déclaration c'est le 15 avril, donc après l'entrée en guerre. Les BRICS ont fait une déclaration pour clarifier leur position sur l'Ukraine, dans laquelle il n'y a aucune condamnation de la Russie, et il y a simplement l'évocation de secours humanitaires et d'aller vers des négociations pour assurer la paix. Donc, en avril 2022, on voit une résistance très forte aux pressions, une pression américaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'en viens à ce qui se passe, je dirais, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine? Il s'est passé une première chose, qui sont des sanctions économiques très fortes vis-à-vis de la Russie. Alors, si vous allez, en fait, ces sanctions, elles ont été mises en place dès 2014, sous prétexte de l'annexion, je mettrai des guillemets, de la Crimée par la Russie. Et elles n'ont cessé de s'accroître. Donc la liste que vous trouvez sur le site de l'Union européenne est absolument incroyable, des sanctions qui s'additionnent et qui s'aggravent. Mais parmi ces sanctions, il y a eu la volonté d'exclure la Russie de tout le système financier international tel qu'il fonctionnait aujourd'hui. Donc, saisie des avoirs russes, mais surtout exclusion de la Russie du système des paiements internationaux que tout le monde avait accepté, qui s'appelle le système SWIFT.
restriction de l'accès au marché financier. On a exclu des transactions internationales à la Banque centrale de Russie. On refuse de fournir des billets de banque en euros à la Russie, même quand elle les demande. Et on exclut la Russie des dépôts sur les portefeuilles cryptoactifs. On dirait c'est assez marginal, mais c'est une volonté d'exclure la Russie de tout le système financier international. Le problème, c'est que je dirais qu'il y a eu un contre-coup et que tout ce qui était en devenir assez lent, donc la construction d'un nouveau système financier international, s'est trouvé du coup fortement accéléré à cause des sanctions financières contre la Russie. Donc, moi je dirais que si on veut examiner la construction d'un nouveau système financier international en gestation, en devenir, et qui peut-être est en train de s'accélérer, il y a 3 points. Le premier, c'est d'examiner dans quelles devises ont lieu les transactions internationales. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura de plus en plus de transactions internationales, en particulier sur les biens énergétiques, mais sur les biens industriels, les biens agricoles, en yuan et en rouble. Et donc ça, on en a déjà la manifestation de pays qui ont décidé d'accepter, par exemple, l'Arabie Saoudite a décidé d'accepter les yuan pour payer, pour que la Chine paye le pétrole. De plus en plus de pays vont payer le gaz et le pétrole russe en rouble. Donc on a un premier point qui est le plus avancé évidemment, parce que là on est dans les flux, hein, on n'est pas dans les stocks. Donc le plus avancé, c'est que la multiplication des transactions commerciales en yuan, en rouble. Et d'ailleurs, nous, on ferait bien de demander, par exemple, que Airbus arrête de facturer ses avions en dollars et passe à l'euro au moins. Bon, après, l'euro, c'est pas top, mais on verra. Et puis, dans ce même ordre d'idées, donc évidemment, les devises qui s'échangent, on a quelque chose qui peut être le début d'un système monétaire international tout à fait nouveau, c'est les systèmes de paiement transfrontaliers. Donc, il y en a déjà un qui existait en Chine, qui s'appelle le CIPS, China International, je sais pas quoi. Et puis, il y en avait un en Russie qui s'appelle le SPFS, système de paiement, etc. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que ces 2 systèmes de paiement donc, qui sont énormes, hein, Russie-Chine, sont en train de s'interconnecter et vont vraisemblablement fusionner. Et donc, s'ils fusionnent, à terme, c'est-à-dire que c'est les BRICS qui vont les investir. Et au-delà des BRICS, tous les pays qui sont associés ou qui s'associent aux BRICS. Alors, il y a une photo que on n'a pas le temps de montrer, mais par exemple, moi j'ai vu 2 photos du sommet des BRICS en 2014, hein, qui est au Brésil. Donc il y a la photo officielle, on voit nos 4 dirigeants qui se tiennent la main, hein, alors que politiquement ils doivent assez se détester. Moody, voilà. Et puis on voit une photo, on voit une autre photo qui est toujours Brésil 2014, avec l'ensemble des gens qui en réalité ont assisté au sommet des BRICS. Et bon, on voit moi je connais pas tout le monde, mais je vois très bien Evo Morales. Donc la Bolivie était présente. Donc quand on dit BRICS, 5 pays, en réalité, c'est beaucoup plus. Et je viens d'apprendre aujourd'hui, parce que en réalité, dans cette situation, chaque jour, il y a une information nouvelle. Je viens d'apprendre aujourd'hui que l'Argentine va assister
au prochain sommet des BRICS, qui normalement est en juin 2022 en Chine, pour demander son adhésion. Et je pense que, très sincèrement, ce phénomène va s'accélérer. Le deuxième point dans le système financier international, échange des devises, deuxième point pour moi, c'est voir comment se constituent les réserves de change. Donc là, il ne faut pas rêver. Les deux monnaies réserves de change les plus puissantes, un, le dollar très largement, deux, l'euro, 20% l'euro à peu près. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a incontestablement une montée d'abord de l'or, mais surtout du yuan, ça reste encore faible, hein. On passe de 2 à 3%, mais la tendance est absolument nette de la descente du dollar, de l'euro, la montée du yuan, de l'or, et peut-être du rouble, ou alors, j'en parle tout de suite, ou alors, ce qui est la proposition chinoise, ce qui est la proposition des BRICS, et ce qui est la proposition qui a été faite hier par Lula, de la création d'une nouvelle monnaie internationale. Lula se réfère explicitement au Bancorp de Keynes. Le Bancorp de Keynes, c'était pour contrer la volonté de domination du dollar et essayer de sauver un petit peu la livre sterling. Le Bancorp de Keynes, qui est une monnaie faite d'un panier de différentes monnaies, donc des monnaies des pays émergents, essentiellement, qui serait une monnaie numérique, une crypto-monnaie, enfin crypto j'aime pas, mais une monnaie numérique, et qui serait la nouvelle monnaie de référence, et dans laquelle s'effectueraient les paiements internationaux. C'était une proposition chinoise il y a quelques années, ça l'est toujours. On voit que Lula, Brésil, qui risque d'être le futur président du Brésil, la reprend. Donc on a des choses extrêmement intéressantes qui sont en train de se dessiner. Et puis le nouveau système financier, bon, j'ai un peu anticipé, mais c'est ce que je vous ai dit à propos des interconnexions d'un système de paiement chinois et d'un système de paiement russe. Et quand je dis chinois d'un côté, je dis russe, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas pu intervenir tout à l'heure aujourd'hui. Il faut quand même voir que autour de la Chine, il y a des accords commerciaux extrêmement puissants. Pour la Chine, c'est le RCEP. Commercial et agreement, enfin un accord commercial incroyable, hein, qui groupe à peu près 30% du commerce mondial, qui sont les pays de l'ASEAN, j'y reviendrai, donc Cambodge, Laos, enfin tous les pays de l'Asie du Sud-Est, excepté la Chine, les pays de l'ASEAN, plus la Chine, plus l'Australie, plus la Nouvelle-Zélande, plus le Japon. Et ces pays ne sont pas sortis pour le moment de cet accord commercial. Je parle de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande. On sait que ce sont pourtant des alliés zélés des États-Unis. Et cet accord commercial a été mis en place après de très longues négociations le 1er janvier 2022. Et déjà dans les statistiques, on voit une montée très forte du commerce dans cette zone entre ces pays. Donc et puis pour la Russie, vous avez l'ex-CEI, mais aujourd'hui ça s'appelle l'UEE, donc c'est l'Union l'Union économique eurasienne. Donc c'est toutes les anciennes, en gros, ce sont toutes les anciennes républiques soviétiques d'Asie qui sont. Donc vous voyez, on dit BRIC, mais BRIC, il y a RCEP, il y a derrière l'ASEAN, Russie, il y a l'Union économique eurasienne. Donc en réalité, je ne vais pas dire des métastases, mais en réalité des liaisons de très très fortes qui vont bien au-delà de ce noyau des 5 pays. Bon, je passe assez rapidement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on discute un peu de ce qui se passe encore plus récemment, et qui est qu'on rentre dans une période d'une lutte absolument acharnée de résistance des USA qui font tous leurs efforts,
y compris des efforts menaçants, pour casser, au-delà des briques, pour casser les briques, au-delà des briques, la mise en place d'un système qui relèguera le dollar à son rôle de monnaie nationale états-unienne. Donc, par exemple, je vais citer, donc, soyons bien clairs, pour le moment, les briques résistent, et je dirais même d'une certaine façon se consolident, mais les efforts sont absolument incroyables. Donc moi, j'ai 3 exemples récents. Bon, il y en a un que vous connaissez bien, c'est l'histoire des îles Solomon, où les îles Solomon, le gouvernement décide d'un accord commercial avec la Chine. Donc, l'Australie s'est déplacée pour le faire casser. Un succès. Les États-Unis sont déplacés, ont menacé, n'ont pas réussi. Et maintenant, le premier ministre des îles Solomon dit qu'il craint une invasion des États-Unis. Vous avez la déstabilisation du Pakistan, et vous avez, alors là, il faut que je reprenne mes notes, vous avez en Inde une conférence qui s'est tenue très récemment, qui est une forme de pression sur l'Inde pour quitter les BRICS, donc ça s'appelait la conférence de Raisina, à laquelle la Chine n'a pas été invitée, alors que la Chine était un des sujets, et où, malheureusement, Ursula von der Leyen a été invitée, et elle a évidemment dit l'Union européenne était prête à coopérer économiquement avec tout ce pays. Mais c'est une pression très forte. Donc en fait, je vais terminer là-dessus, si vous êtes d'accord. On peut dire que les BRICS, l'Afrique du Sud, à mon avis, joue un rôle un peu effacé là-dedans, parce qu'il y a tellement de problèmes internes. Les BRICS sont d'une certaine façon l'aile marchande du mouvement des non-alignés, hérité de Bandung, hérité de 61 des non-alignés, hérité de la conférence de La Havane. Et donc, il y a tout ce poids historique que portent les BRICS. Bon, c'est mon interprétation, après vous en discuterez. Mais à mon avis, c'est la seule façon de comprendre la persistance de ce mouvement et du coup la solidité qui reste avérée de cet attelage un peu qui peut sembler un peu incongru au début. Alors d'abord, merci à Michel pour tout ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit d'ailleurs. Et je voulais, pour commencer, vous lire une citation de Lénine, donc, qui, dans son dernier article paru dans la Pravda, se posait la question de savoir si, au fond, la révolution d'octobre était viable et si le socialisme avait une chance de gagner, parce qu'il était dans des conditions très, très dures, évidemment, au début des années 20. Et donc, il termine son article en disant « L'issue de la lutte dépend, en définitive, du fait que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., forment l'immense majorité de la population du globe. » Donc vous voyez que Lénine, en 1922, donc il y a exactement 100 ans, était déjà très conscient des questions que nous débattons aujourd'hui. La première des choses que je voudrais dire, c'est que, en gros, le mur est tombé, mais les briques sont toujours là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le mur, évidemment, c'est celui de Berlin, et donc le socialisme est tombé avec lui. Mais la contradiction antagonique entre l'impérialisme et la fraction la plus déterminée de l'impérialisme, c'est-à-dire le bloc euro-atlantique et donc les pays dominés, eh bien cette contradiction, évidemment, n'est pas tombée avec le mur de Berlin. Elle est toujours là. Et donc, d'une façon indirecte, elle reparaît. Je ferai presque une métaphore presque psychanalytique, je dirais, c'est que, bon, on ne peut pas éliminer l'inconscient. Si on l'élimine d'une certaine façon, il ressurgit d'une autre. Et donc, la contradiction antagonique, si vous voulez, c'est un peu comme dans le sketch de Raymond DeVos. Un sketch sur les deux bouts d'un bout de bois. Si vous avez un bout de bois, vous le coupez au milieu, eh ben vous avez quand même toujours deux bouts au bout de bois. Et vous pouvez le couper au milieu 58 fois d'affilée, vous aurez toujours deux bouts au bout de bois, deux pôles à la contradiction dialectique. Et donc l'émergence des jours, effectivement, cette
partie en quelque sorte dominée de la population mondiale, qui pour l'instant est représentée majoritairement par les BRICS, mais pas seulement bien sûr, comme l'a montré Michel. Cela dit, les BRICS sont évidemment la partie la plus visible, je dirais le plus gros morceau, quelque part. Mais donc le problème du mouvement des non-alignés, dont il a été question tout à l'heure, c'est qu'il a émergé dans la période effectivement où il y avait deux camps, le camp capitaliste autour des États-Unis, en gros disons l'Alliance Atlantique, et le camp socialiste. Et donc au départ, c'était un peu l'esprit des non-alignés tels que les avaient pensés Nehru ou Tito surtout, c'était effectivement de ne pencher ni d'un côté ni de l'autre. Mais il se trouve qu'en réalité, évidemment, les non-alignés étaient quand même dans la contradiction, qu'ils le veuillent ou pas, et qu'à partir du moment où les pays socialistes ont été supprimés, ou ont disparu, les non-alignés, et la Yougoslavie d'ailleurs en première ligne, se sont trouvés... Bon, c'est le sketch, donc je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ils ne pouvaient pas supprimer l'un des deux bouts du bout, si l'on peut dire. Donc, vous voyez au passage que pour nous, la notion de non-alignement aujourd'hui est une notion fonctionnelle, car évidemment dans les conditions de 1955, eh bien, le non-alignement était quelque part un peu réactionnaire, puisque ça voulait dire ne pas s'aligner sur l'Union soviétique. Mais dans les conditions modernes, le non-alignement a une signification très claire qui est d'opposition à l'alliance dominante, puisqu'il n'y a plus d'alliance socialiste. Si vous ne voulez plus être non-aligné, vous vous opposez forcément à l'alliance dominante, c'est-à-dire à l'OTAN et à tout ce qui tourne autour. Alors, les points communs des BRICS, me semble-t-il, c'est d'abord que ce sont des pays émergents, ça a été donc très bien dit tout à l'heure, émergents en grand sur la scène économique et politique mondiale, premier élément. Deuxième chose, donc, pour quelles raisons nous devons soutenir, de façon critique évidemment, le mouvement des BRICS et tout ce qu'il traîne, qui est un peu en quelque sorte, je dirais, le fer de lance de cette espèce de mouvement anti-hégémonique que l'on voit à l'échelle européenne aussi d'ailleurs, mondiale, et donc c'est intéressant. La première des choses, c'est parce que nous avons affaire à un impérialisme américain qui est l'ennemi principal des peuples et de la paix, et qui est ce qu'on appelle l'hégémone mondial, l'hégémone, chef de file mondial de l'impérialisme. Donc tout ce qui peut contribuer à l'isoler est bon, bien évidemment. La deuxième des choses que l'on peut remarquer, c'est effectivement que derrière ce mouvement anti-hégémonique, il peut y avoir un développement anti-impérialiste. C'est pas exactement la même chose. On peut être un pays impérialiste ou tendanciellement impérialiste et pour autant être anti-hégémonique parce que tout simplement l'hégémone mondial ne vous fait pas de place. Donc si on s'oppose durement à l'hégémone mondial, c'est-à-dire aux États-Unis, eh bien du même coup, on est obligé d'entrer dans une dynamique, qu'on le veuille ou non, anti-impérialiste, ça crée de l'espace pour les peuples, pour les travailleurs, pour les communistes, comme on le voit en ce moment en Russie, quand on constate qu'effectivement, eh bien, l'opposition entre l'OTAN et la Russie aboutit en Russie au fait que le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau flotte dans plein d'endroits, comme me l'ont rapporté des camarades qui vivent en Russie. La troisième chose, c'est que derrière l'anti-impérialisme, il y a l'anticapitalisme. Pas de façon immédiate, pas de manière directe, mais chaque étage de la fusée, en quelque sorte, déclenche l'étage suivant. Ce que je faisais surtout remarquer tout à l'heure, c'est que les BRICS sont tous les 5 des pays dans lesquels il y a de grandes traditions communistes et rouges. La Chine, je ne vous fais pas un dessin. La Russie, je ne vous fais pas un dessin. L'Inde, ce sont les partis communistes, les deux partis qui sont à la tête actuellement des grandes luttes avec des 100 millions de grévistes par-ci et par-là. Très important. Donc au Brésil, de même, il y a de grandes traditions communistes, et en Afrique du Sud, eh bien, c'est avec en alliance avec le Parti communiste que l'ANC a fait tomber l'apartheid avec le soutien direct de Cuba. Donc tous ces pays ont des traditions rouges importantes, et par conséquent, derrière la lutte entre les BRICS et l'hégémone américain, eh bien, il y a une possibilité d'envisager
de raviver la lutte des classes à l'échelle internationale, et notamment le mouvement communiste international. Alors, ce que je veux dire ici, je ne vais pas être plus long, hein, mais c'est que nous devons suivre tout ça de façon extrêmement précise. Nous ne devons pas nous limiter, et l'exposé d'ailleurs de Michel ne l'a pas fait, aux BRICS, puisqu'il a bien montré, c'est ce que j'ai retenu moi le plus clair, hein, de plus direct, que les deux cartes des non-alignés et des BRICS, quand on les superpose, aboutissent aux 2/3 de la planète, en gros, si c'est pas plus. Et donc, faut pas oublier aussi Cuba et l'ALBA, voire l'Amérique latine tout entière, qui sont des secteurs extrêmement intéressants. Il faut pas oublier, évidemment, la zone africaine, hein, avec une volonté aussi de se dégager de la tutelle des monnaies européennes et du dollar, etc. Je rappelle que si Sarkozy et compagnie ont fait tomber Kadhafi, c'est aussi pour l'empêcher de mettre en place une monnaie européenne qui aurait été un ferment de panafricanisme. Et enfin, bien sûr, il ne faut pas oublier même une partie de l'Europe, puisque le sud de l'Europe, d'une manière ou d'une autre, hein, est traversé par des courants divers et variés, à commencer par l'ancienne Yougoslavie, qui s'est retrouvée en première ligne. Tito a eu beau vouloir éviter de choisir clairement l'un des deux camps, eh bien, lorsque le camp socialiste est tombé, lui-même s'est retrouvé, enfin pas lui-même parce qu'il était mort, mais la Yougoslavie s'est retrouvée en première ligne face à l'impérialisme américain, comme quoi on ne coupe pas à la contradiction. Donc, je termine en disant que faut pas s'enfermer, bien sûr, dans un tête-à-tête avec les BRICS, même si au niveau du PRCF, nous essayons de discuter, y compris avec les ambassades, hein, quand c'est possible, mais que nous devons surtout, bien sûr, discuter avec les partis communistes de ces pays, et que de toutes les façons possibles et imaginables, il faut pour nous avoir en tête aussi que nous ne faisons pas simplement de la lutte immédiate, mais que nous visons aussi, bien sûr, à la transformation socialiste de la France. Que donc, autour de la question française, il y a la question notamment d'une nouvelle francophonie, qui ne serait plus une francophonie néocoloniale, qu'il y a aussi la question du soutien aux Palestiniens, par exemple, et aux Sahraouis, et qu'il faut de toutes les façons possibles et imaginables, et j'en aurais fini avec ça, dans la perspective d'une France socialiste, rompre le tête-à-tête mortel pour la France entre la France socialiste et l'Allemagne capitaliste d'une part, les États-Unis impérialistes d'autre part. Donc tout ce qui peut aider à briser ce tête-à-tête mortifère, que ce soit donc la discussion avec les BRICS, avec l'ALBA, avec l'Afrique francophone et non francophone, avec le monde arabe, etc. Tout ça peut être bon dans une perspective de transformation socialiste de notre pays. Les militants du PRCF se forment, car comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.